Bienvenue de la part du Crédit Foncier et de sa part pour votre 8e convention de la maison abordable. Très rapidement, en 2 mots, parce que je sais que vous avez un ordre du jour très, très important, je voulais vous dire qu'on est très heureux, le Crédit Foncier, de vous accueillir pour cette 8e convention, parce que le réseau de la maison abordable, c'est d'abord un réseau de constructeurs de maisons individuelles, et vous savez combien le Crédit Foncier est attaché aux constructeurs de maisons individuelles, historiquement, depuis le PAP, mais ensuite le PAS en 93, le PTZ en 95, le PAS foncier, enfin tous les dispositifs que nous exploitons pour rendre plus facile l'accession à la propriété à vos côtés. Donc très heureux de vous accueillir parce que la maison abordable, c'est d'abord une idée innovante et éco-responsable qui consiste à favoriser l'accession au plus grand nombre par des prix réduits et dans le cadre d'une qualité de construction avec le label BBC Effinergie qui garantit non seulement l'accession au plus grand nombre mais également dans des conditions de qualité de construction importantes. Le logement, c'est d'abord l'affaire des élus locaux, l'affaire des maires, mais c'est aussi la construction de logements, c'est la résultante des décisions et de l'engagement d'un très grand nombre d'acteurs. Et donc, par conséquent, il est absolument essentiel que le dialogue entre les professionnels, les financeurs et les élus locaux se poursuive. Il faut même d'ailleurs, sans doute, qu'il s'intensifie encore pour que nous trouvions des montages innovants. Dans ma commune, par exemple, nous sommes en train de travailler sur un projet d'habitat participatif qui est là aussi quelque chose dont la loi d'ailleurs, la loi Allure va le faciliter. Mais vous voyez, on a vraiment ce besoin en permanence d'être en relation les uns avec les autres dans l'objectif que vous avez cité, que vous avez fixé dans le cadre de la maison abordable. Enfin, donc je suis très heureux d'être parmi vous et puis je pense que nous aurons l'occasion d'échanger au cours de la matinée sur les questions plus techniques et sur une problématique particulière de l'Île-de-France dans laquelle il y a des enjeux qui sont extrêmement importants avec ce double mouvement à la fois de l'étalement urbain, de l'étalement urbain qui pose énormément de problèmes, et puis également de la concentration de population qui fait monter au cœur de l'agglomération, qui fait monter de manière trop importante le prix du foncier. On va commencer, nous, au journal, on a beaucoup de retours des particuliers sur l'envie de faire construire, sur leurs attentes, leurs motivations, les sources de blocage. On sait que les aides marchent beaucoup moins bien, qu'il y a des problèmes de financement avec certaines banques, pas toutes, qui sont un petit peu strictes sur les conditions de crédit. Les terrains sont chers, les nouvelles normes font monter des coûts de construction, enfin tout un côté de faisceau négatif. Mais enfin, nous, notre ressenti, c'est que ça, les particuliers le savent, composent avec. En fait, on pense que le principal problème, c'est un problème de confiance. Repositionner 2013 en 4 chiffres. Le premier chiffre, c'est moins 19%. Moins 19%, c'est l'évolution des ventes de 2013 par rapport à 2012. Ça peut lancer, bien entendu, il va falloir qu'il se relance en rendant plus finançables les jeunes primo-accédants. Mais le problème de cette chute de marché de la jeune primo-accession n'est qu'en faible partie un problème purement financier. C'est essentiellement un problème de confiance dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on a des ménages, des jeunes ménages, enfin, entre 30, 35 ans, etc., n'ont plus confiance dans leur avenir. C'est un élément bloquant essentiel sur le fait d'accéder. Comment ça se passe? Quel est l'objectif? Quelles sont les pistes que la Commission explore? 500 000, c'est bien 500 000 logements, c'est bien 500 000 logements dans le neuf, parce qu'on s'est posé beaucoup de questions.
c'est 500 000 logements à horizon 2017. En tout cas, c'est ce qui a été évoqué. Ce qui évoquerait ou donnerait une projection de 25% de progression du marché sur les 3 années qui viennent, c'est formidable. Et le 4e groupe de travail est lié à l'innovation et à la structuration de la filière, c'est-à-dire comment réinventer les modes de construction, comment innover dans la filière pour construire mieux, beaucoup plus, de meilleure qualité et moins cher. C'est beaucoup de choses, hein, c'est ambitieux. Et également faire en sorte que dans le domaine de l'innovation, il y ait des innovations autour également du volet juridique qui me paraît un point extrêmement important. Nous avons fait une proposition, j'entendais Pascal tout à l'heure, dans le cadre de l'UMF, de la possibilité de pratiquer du CCMI sur des opérations de petite taille pour les bailleurs sociaux. Donc dans ce cadre-là, nous avons fait une proposition, nous l'avons quantifiée, nous avons exprimé également les freins autour de ça, mais également les attentes de beaucoup de petites communes qui veulent faire 3 ou 4 logements sociaux et qui aujourd'hui n'ont pas de réponse sur ce volet. Or, le CCMI, pour nous, est une vraie solution pour ça, pratique, opérationnelle, efficace et très rapide. Alors là, on se trouve très vite confronté au Code des marchés publics, qui, je crois, aujourd'hui, on peut considérer a vécu. Il a besoin vraiment d'être dépoussiéré, et c'est des propositions qui sont engagées. Nous avons d'ores et déjà dans notre proposition l'accord de l'USH sur notre démarche. Maintenant, il va falloir que tout le monde se mette autour de la table pour régler les volets juridiques. Pour la maison abordable, vous êtes à 1800 € du mètre carré, mais terrain compris. Oui, mais les coûts de construction. On est notre ambition. Alors on est aujourd'hui, je regarde mes confrères, en volume à 1100 €. Ouais. Notre ambition, c'est d'arriver à 1000 € du mètre carré. Ouais. J'ai toujours été surpris qu'en France, alors pas avec ce niveau de prix, mais qu'on a toujours des prix de construction qui sont nettement supérieurs, par exemple, à l'Allemagne. Et je pense que c'est lié aussi au fait qu'il n'y a peut-être pas assez de standardisation et d'industrialisation. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs. Hein. Donc, la maison abordable, enfin, c'est ce concept-là, je pense qu'il peut fonctionner aussi en milieu urbain dense. D'ailleurs, j'ai trouvé évidemment très intéressant le concept de densification tout en gardant de l'habitat individuel dense. En réalité, on s'aperçoit que la densité d'ailleurs dans ce type d'approche, elle peut être même supérieure à ce qui est considéré souvent par nos concitoyens comme quelque chose de très dense, qui sont les grands ensembles, qui sont en fait très peu denses, hein, vous le savez, un nombre d'habitants par hectare. Hein. Et donc là, il y a véritablement une évolution qui se fait, y compris dans des communes qui paraissent totalement construites dans le cadre de renouvellement urbain, dans le cadre de reconstruction de quartiers entiers. On peut également être partenaire de réunions qui sont organisées par des partenaires comme l'UMF. Donc c'est arrivé dans la région des Pays de la Loire à l'initiative d'Olivier Pochode. Donc avec mes collègues de la région des Pays de la Loire, nous avons participé au colloque en 2012 sur la maison au cœur de nos territoires, où un certain nombre d'élus sont venus témoigner. Et donc il y a été une grande journée d'échange. On a tout intérêt aujourd'hui à travailler en réseau, à échanger. Et il y a une initiative intéressante avec un réseau qui s'appelle les acteurs de l'habitat, auquel toutes les grandes associations d'élus participent, que ce soit l'Association des maires de France, l'Association des grandes villes, des villes moyennes, et tous les institutionnels ainsi que divers organismes, l'USH, je ne vais pas tous les citer. Je dirais que les associations de maires et l'AMF ont un rôle fédérateur. Elles peuvent faciliter les échanges et puis fédérer les actions. Le mot Habitat 44, c'est un bailleur social adossé au département de Loire-Atlantique, qui a 88 ans d'âge et qui gère 7300 logements familiaux essentiellement, très peu de foyers, et puis un peu plus de 9500 lots au total si on compte les annexes, parking, etc. de logements sociaux sur la Loire-Atlantique. Si on augmente ce taux pour le porter à 14,1% du total des maisons, enfin des logements disponibles, on est à presque 4500 logements sociaux à construire chaque année. C'est-à-dire que le défi qui est devant les bailleurs sociaux est immense. Jean-Marie Baquet, vous êtes directeur général d'Atlantique Habitation. Quelle est votre politique de construction justement pour répondre à ces forts besoins? Alors effectivement, comme on vient de signaler, les besoins en logements sociaux sont très importants sur la Loire-Atlantique, mais en particulier sur notre métropole.
Et nous avons aujourd'hui une ambition de construire à peu près 500 nouveaux logements par an, avec une activité accession qui est aussi assez significative, puisqu'on est autour de 200 logements par an. Dernier point également, beaucoup de collectivités sont aujourd'hui très attentives au logement des aînés, comme on dit. Donc, et y compris les petites communes, ils vont toutes avec leur projet de village aîné, village senior, c'est un peu comme on veut. C'est intéressant en soi, hein, mais là aussi, il faut être attentif. Parce que entre la perception qu'on peut avoir en interrogeant quelques populations et la réalité des choses dans 10 ou 20 ans, on s'aperçoit que, encore faut-il que ces villages seniors, comme on dit, vivent bien, et dans les 500 logements, on ne les fait pas en maîtrise d'ouvrage directe, pas en totalité. Ce serait d'abord dangereux, hein, puisqu'on serait obligé de se doter d'équipes très importantes, alors que la durabilité de ce mouvement n'est pas forcément assurée sur 25 ans. Donc, plus on fait de logements et plus on a affaire à des opérations en VFA, par exemple. Et là, on a un certain nombre de partenaires, et notamment des partenaires qui sont très complémentaires à ce que l'on fait. Et la maison abordable, en l'occurrence, l'est. Pourquoi? Parce que nous, on travaille beaucoup en maîtrise d'ouvrage direct sur des fonciers maîtrisés par le public. En dehors du public, c'est vrai qu'il nous faut trouver des personnes qui, opération par opération, nous permettent, pour des questions de mixité, pour des questions de présence sur un territoire beaucoup plus large, d'offrir notamment des maisons, parce que dès qu'on sort des centres urbains, c'est des maisons dont les gens veulent. Hein, c'est aussi simple que ça. Et donc avec PN Développement, on a je crois 6 opérations sûres en cours et quelques-unes en perspective, qui représentent au total une trentaine de logements. Donc on voit que ce ne sont pas des grosses opérations, mais des opérations sur lesquelles nous n'irions pas en maîtrise d'ouvrage direct. Donc on a besoin de cette complémentarité avec l'avantage, lorsqu'on est en relation récurrente avec un partenaire, c'est qu'il connaît notre cahier des charges, il connaît nos typologies, il connaît nos exigences, et là aussi, par rapport au process industriel dont on parlait, permet d'adapter aussi ces procédés de fabrication à ce qu'on lui demande de faire, parce qu'il y a parfois des typologies ou des exigences qui sont un peu différentes dans le logement social que ce qu'on rencontre dans le logement d'investisseurs ou général. Qui ne soit pas simplement parisienne du développement urbain et de l'urbanisme. C'est vrai que nous sommes très marqués en ce moment dans les injonctions gouvernementales par une approche qui est quand même très parisienne et francilienne, qui est une zone de tension grave. Je crois que M. le maire de Saône, vous nous l'avez rappelé, mais Paris n'est pas la France, c'est 20%, mais c'est pas la France. Et donc, vous tous qui êtes des représentants d'ailleurs de toutes les régions de France, vous savez bien que dans vos régions, comme vous le rappeliez, il y a en centre-ville certainement un besoin de construction en collectif extrêmement dense, et il y a aussi besoin de construire et d'aménager les abords des villes et le périurbain. Et là-dedans, la maison individuelle a toute sa place. Vous parlez tout à l'heure, Pascal, à laquelle Franciel est extrêmement fier et intéressé de contribuer sur Bois, est une opération qui est considérée comme assez dense, où nous aurons du 35 logements à l'hectare. C'est effectivement que nous menons en ce moment, c'est effectivement d'essayer de faire en sorte que les interfaces entre les différents métiers, puisque notre organisation de métier est très segmentée, que les interfaces ne créent pas des surcoûts, et qu'au contraire, on arrive par une coopération à imaginer des solutions qui sont des solutions plus efficaces. Et c'est le deuxième point sur lequel je voulais dire, qui est novateur, c'est la quantité d'ingénierie qu'il faut mettre dans un dossier pour arriver à avoir une forme urbaine qui est peut-être plus imaginative, plus différente, qui sera aussi sans doute plus séduisante, même si elle est dans un premier temps surprenante pour les clients, mais qui permettra d'avoir une forme urbaine convenable, avec de la densité qui est non répulsive, parce qu'il faut bien voir que la notion même de densité, je ne vais pas demander aux élus ce qu'ils en pensent, mais quand chez eux, quand ils parlent de densité, ils ont en général la bronca dans leurs assemblées d'élus, d'administrés. Donc la densité n'est pas en soi négative, sauf que l'image qu'on a de la densité, c'est une image qui n'est absolument pas celle que nous voulons faire avec la maison abordable, tout en obtenant de bons résultats. De la volonté des maires, quel qu'il soit, qui doit affronter non seulement la partie juridique, mais aussi la population qu'il faut convaincre. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'on manque d'outils. On arrive à modifier n'importe quel PLU. C'est-à-dire que lorsque vous avez un projet porté par un conseil municipal qu'on arrive à convaincre en réunion publique,
on peut modifier le PLU. On a aujourd'hui des modifications simplifiées, des révisions simplifiées, même si les choses changent un peu. Néanmoins, on arrive à le faire. Il y a quelques temps, il y avait quand même il y avait les opérations privées, les opérations publiques, avec pas beaucoup en effet de conversation entre les deux. Parfois même, vous étiez l'urbaniste ou l'architecte d'un promoteur privé, vous ne pourriez jamais travailler pour le public. Enfin, il y avait aussi un petit peu ce genre d'étiquette. Ça l'est de moins en moins pour des raisons de foncier, pour des raisons financières évidemment. Et on se rend bien compte qu'on est de plus en plus sur des appels d'offres de stratégie où en fait la collectivité, le public va jouer son rôle de dire on fixe les grands enjeux, les grandes orientations, on donne le cadre, on n'aura pas les moyens de faire, donc on a besoin de partenaires pour ensuite réaliser. Il y a un cahier des charges qui viennent à ce qu'on a fixé, mais en gros c'est ça pour moi l'essentiel de ce qu'on doit changer et qui va... La crise a amené les acteurs à se rapprocher. Et je crois que le phénomène de la VFA, auquel les bailleurs sociaux ont été amenés à s'associer, parfois un peu forcés au départ, et puis finalement ça devient un véritable moteur de développement dans des configurations qui sont variées, aux endroits, comme le disait Jean-Marie, où on ne peut pas être en maîtrise d'ouvrage directe. Ça peut concerner d'ailleurs des territoires assez paradoxaux. Ça peut être un territoire très urbain, des centres-villes comme à Nantes, où on peut être amené à acheter de plus en plus des appartements dans un ensemble plus vaste, ou bien, comme le disait Jean-Marie juste avant, sur des endroits où la maîtrise d'ouvrage n'a pas d'intérêt pour nous, où on ne peut pas s'engager, et pourtant, et ça caractérise surtout les territoires ruraux, et pourtant, dans ces territoires-là, il y a de la demande. Il y a la demande de logement social, il y a des maires qui ont besoin d'offrir du logement social à leurs concitoyens, parce qu'il y a aussi des salariés à Mouais, Vry, Aupin, voilà, autant de communes moins connues que Nantes ou Saint-Herblain, mais il y a des besoins. Et c'est là, je pense que l'intérêt de travailler avec des opérateurs nouveaux, c'est que justement, vous avez une capacité à aller capter des fonciers plus diffus, qui ne sont pas sous contrôle direct des mairies, des communes ou des intercommunalités. Et nous sommes intéressés pour aller sur ce type de petits fonciers diffus, sur cette réponse très ponctuelle à 2-3 logements, et dans des objectifs de coûts de sortie qui soient maîtrisés, parce que c'est notre enjeu. En général, sur ces territoires-là, c'est des endroits où, vous savez que le modèle économique du logement social, il est assez contraint. On a des prix de loyer qui sont fixés par convention. Et donc, tout l'enjeu, ça consiste à maîtriser le prix du foncier. Vous en avez fait la démonstration, et ça consiste à maîtriser les coûts de production. Et donc, derrière, pour nous, il y a un véritable enjeu, parce que sur ces territoires-là, c'est précisément des endroits où, vraisemblablement, les communes ou les intercommunalités ne se sont pas dotés des outils, soit de maîtrise de foncier, soit d'appui au développement du logement social. Donc c'est en ça que je pense que il y a un intérêt pour les bailleurs sociaux à avoir des relations avec les CMistes, parce que c'est un élément complémentaire dans la gamme des réponses que nous pouvons apporter au territoire. Le cœur de métier, je dirais, c'est bien de rapprocher les recruteurs et les candidats. Il se trouve qu'on a repensé totalement notre offre de service à destination des entreprises et qu'on l'a déployée maintenant depuis 6 mois. Donc on va vous montrer surtout des exemples concrets parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, toutes les informations sont disponibles sur le site de la Maison Abordable. Pour nous, c'est bien entendu disponible sur le site de Pôle emploi. Donc l'idée, c'était surtout de pouvoir offrir plus de souplesse, plus de transparence et plus d'autonomie aux recruteurs à travers l'interface Pôle emploi, mais aussi dans un contexte où souvent la concurrence est rude sur des métiers qui peuvent être pénuriques, d'offrir aux entreprises la possibilité vraiment de parler d'elles, pas seulement du poste et du candidat qu'elles cherchent, mais de se décrire en 500 caractères pour pouvoir
interpellés sur leurs propres particularités. Vous pouvez vous-même, en toute autonomie, en toute souplesse, je le disais, aller contacter directement le candidat qui vous intéresse. Au-delà de ça, bien entendu, le rôle de Pôle emploi, c'est à la demande des entreprises et des recruteurs de pouvoir vous accompagner à travers des méthodes que vous connaissez déjà, qui sont donc de l'aide sur la présélection, mais surtout à travers des nouveaux services qui peuvent être l'aide à analyser le poste de travail, rédiger pour vous une trame d'aide au suivi d'entretien, et puis au-delà de ça, surtout d'intervenir beaucoup plus fortement sur l'adaptation de la ressource. Et je vais passer peut-être la parole. Bonjour. Oui, l'adaptation de la ressource, puisque Emmanuel vient de vous présenter l'offre de service global pour l'emploi, destination entreprise, deux offres de services. Pour ceux qui travaillent déjà avec nous, n'hésitez pas à revenir vers vos correspondants au local pour avoir plus de précision. Pour accompagner certains d'entre vous, nous sommes bien placés pour savoir que le recrutement est souvent un challenge dans votre domaine, un challenge important puisqu'il impacte sur le suivi des opérations très souvent. Donc, au-delà de l'offre classique, il y a aussi des prestations mises en place par Pôle emploi qui, par contre, ne sont pas nouvelles, peut-être moins connues. Je vais me mettre ici pour le suivre une slide. Des adaptations au recrutement qui répondent à certains critères, mais qui peuvent vous permettre, au-delà des candidats que vous pouvez trouver en rapport à la première offre de service que vous avez présentée Emmanuel, vous pouvez avoir des candidats qui sont peu ou prou un peu plus éloignés, mais qui nécessitent une adaptation au poste. C'est dans le cadre de cette adaptation au poste qu'on souhaitait vous faire un éclairage sur ce qu'il y a comme possible. Cette adaptation au poste, c'est deux sites qui répondent à l'AFPR, l'action de formation préalable au recrutement, et la préparation opérationnelle à l'emploi. C'est le même environnement. Le but, c'est de faire monter en compétences des candidats qui seraient proches de l'emploi, mais qui nécessitent une formation d'adaptation. Pendant cette période d'adaptation, elle est régie sous deux critères. Un engagement de la part de l'employeur de recrutement à l'issue de celle-ci, et elle est variable. L'indemnité que l'on vous alloue, qu'on alloue au centre de formation, ça dépend si elle est faite en interne ou en externe, varie en fonction du profil du contrat proposé. Au minima, cette action de formation doit être de 6 mois. Sur du 6 à 12 mois, on peut aller jusqu'à 5 à 6 euros de l'heure sur la période de formation, maximum 400 heures. En centre de formation externe, on peut monter jusqu'à 8 euros. En 2 mots, si vous avez des candidats, vous avez des difficultés à recruter des candidats suite aux premières présentations que vous avez fait Emmanuel, et vous avez des candidats qui peuvent être proches de l'emploi mais qui nécessitent une période d'adaptation, revenez vers nous, on peut monter ce genre d'opération. Pendant cette opération, ces 400 heures, le candidat est toujours sous statut de demandeur d'emploi. Ce n'est pas une période d'essai, mais il est toujours sous statut de demandeur d'emploi. L'engagement de votre côté, minimum 6 mois, ou un CDI derrière. Ça concerne aussi les contrats de professionnalisation. Le choix du risque. Le risque devient extrêmement prégnant et les banquiers sont obligés, réglementairement, de s'adapter. Et donc, vous voyez effectivement s'installer petit à petit. Ça a commencé en 2000 et ça s'est installé maintenant. On continue à être homologué 22. Les banquiers, ils sont obligés de gérer de manière beaucoup plus précise, enregistrée, traçable leurs risques. S'ils ne le faisaient pas, ils ne pourraient plus consentir de crédit. Donc vous voyez, il y a un intérêt lié entre vous et nous là-dessus. Deuxième période, c'est BAL 3. BAL 3, c'est la fille adultérine de la crise des subprimes. Il a fallu que les banquiers soient un peu toisés. Et ça veut dire quoi? BAL 3, c'est le contrôle du bilan. Contrôle du bilan, ça veut dire limitation à l'activité. Et donc en conséquence, choix de ces risques, de limitation des durées d'engagement, et vous avez mathématiquement une conséquence sur votre activité, c'est-à-dire que les crédits sont plus difficiles à obtenir, plus d'abord personnels, et des durées moins longues. À titre indicatif, les durées sont passées depuis 2008 à 2013 de 19 ans, presque 19 ans, à 17 ans et quelques mois. Donc vous voyez, en moyenne en France, bon, je vais faire un petit cocorico crédit foncier, nous sommes passés à 27, une durée moyenne de 25 ans et 27 ans dans le neuf, ce qui retrace très bien notre spécialisation en financement d'accession sociale. Et on espère, dans l'accession abordable, nous serons évidemment à vos côtés.
aussi essayer de réinstaurer les dispositions qui avaient été adoptées dans le cadre du PASS, qui sont très difficiles à mettre en œuvre, mais nous avons un outil qui s'appelle la SGFGAS, le Fonds de garantie des accidents sociaux, qu'il faut absolument mettre sur ce coup-là. Il y a des possibilités, donc en deux mots, le PASS, et puis des nouvelles garanties de garantie revente pour que les gens n'hésitent plus, et ce réflexe de confiance qui permettent, notamment dans le cadre d'une maison abordable, à prix tout à fait abordable, de permettre de les financer dans le cadre de notre développement bien compris. Cette réflexion elle a plutôt porté sur le collectif et relativement peu finalement sur l'individuel, et on se rend compte qu'il ne faut évidemment pas opposer à la fois le collectif, l'individuel, la promotion immobilière et la maison groupée, comme tu le disais tout à l'heure, Pascal. C'est un besoin qui existe pour répondre à toutes les demandes, et je pense que de ce point de vue-là, il y a vraiment une difficulté qui existe. Merci, mais justement, comment est-ce que vous travaillez avec les collectivités locales? J'ai pu suivre un peu votre actualité récemment, vous lancez des opérations d'accession à la propriété dans des zones en rue, avec des prix attractifs, etc. etc. Comment est-ce que vous managez toutes ces opérations? Est-ce que c'est vraiment possible de faire baisser le prix en collectif? Alors ça a été notre préoccupation depuis maintenant plusieurs années chez ADI, donc opérateur régional. On produit à peu près 300 logements, ou équivalent logement, puisque nous avons aussi du bureau, du lotissement, et c'est des occasions qui nous font nous rencontrer avec des acteurs de la maison individuelle. Nous avons imaginé répondre plus particulièrement à cette demande en trouvant les bons leviers. Alors, le premier levier, c'est évidemment le foncier. Le deuxième levier, c'est les coûts de construction. Le troisième levier, c'est aussi l'autosphère, avec pour autant un projet très qualitatif. Et on propose donc des maisons en PSLA, 85 mètres carrés, des terrains de 300 mètres carrés à peu près, à moins de 195 000 euros, qui répond à une demande. Et c'est un exemple qu'on essaie de développer plus largement sur l'ensemble du territoire. Et on en a fait, je veux dire, un outil de présentation pour dire on peut aller plus loin, parce qu'effectivement, sur cette opération, même si le coût de travaux a été maîtrisé, le coût de foncier reste encore trop cher. Savoir de quoi on parle, quels sont les enjeux. Il y a effectivement des situations où le coût peut être mal compris. On peut avoir des situations où on nous dit mais pourquoi on arrive à un prix aussi important? Il faut comprendre toute l'équation qui est à l'intérieur de l'opération. Il y a des opérations d'aménagement qui sont proposées par certaines collectivités, dans lesquelles on va superposer à la fois les ambitions de la collectivité même, c'est normal, les ambitions de l'aménageur qui lui-même veut faire le meilleur projet pour répondre à la collectivité, l'ambition du chargé d'affaires, il va vouloir faire le meilleur projet dans sa société, l'ambition de l'urbaniste, il va vouloir faire le meilleur projet pour répondre, etc. Et on va arriver au bout de situation qui sera difficilement tenable en termes de coûts. Je pense à un exemple précis où sur une ZAC qui est en deuxième couronne d'une commune de deuxième couronne de l'agglomération nantaise, on nous impose des parkings construits dans le volume, 2 places de stationnement, des épannages qui nous amènent à une situation où un encadrement va construire 2900 euros TTC et on nous demande de faire 60% d'abordable à moins de 2400. Construire, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors non, c'est pas simple. Je vais vous faire un petit focus technico-normatif, mais ça va bien se passer. Juste un chiffre que l'ensemble des fédérations ont calculé au premier semestre. On est tous arrivés au même chiffre, donc on ne doit pas être loin de la vérité. Depuis 10 ans, les coûts ont augmenté de 50%, les coûts de construction, et sur ces 50%, il y en a 30% qui sont issus des différentes normes et règlements. Alors ça commence à faire un peu beaucoup, c'est les 2/3 de la hausse qui sont issus des différents textes qui sont sortis. En parallèle de ça, on a à peu près 4000 normes qui gèrent notre profession. Alors les instances gouvernementales nous disent oui, mais ce sont des normes d'application volontaire. Il n'y en a que 22 qui sont obligatoires. Le seul problème, c'est que les règles de l'art nous imposent de les suivre, toutes, et les assureurs ne sont pas vraiment d'accord aussi qu'on s'amuse à y déroger. Donc on a en plus des réglementations, à peu près 4000 normes qui nous mettent dans un carcan complètement impossible à dépasser. On en arrive presque à une situation qui pourrait être que le mieux aujourd'hui devient l'ennemi du bien. Alors, dans les normes qui s'empilent, je ne vais pas toutes les reprendre parce que là, on en a pour 2 jours. Et là, on a parlé de la sismique. Oui, il y a un vrai sujet sur la sismique. En maison individuelle, peut-être un peu plus qu'en collectif, il y a les termites. J'aime beaucoup le sujet des termites. J'ai toujours pas compris ce qu'il fallait faire. Je pense qu'un jour, je vais mettre un panneau
un sens interdit avec une thermite dessus, je pense que ça sera plus simple pour y arriver. L'accessibilité, alors l'accessibilité, Dominique peut en témoigner, il y a un mois, on est passé à 30 secondes d'inattention pour que les contraintes d'accessibilité soient applicables à tout type de construction, donc compris aussi les maisons construites pour son propre compte. Et quand je dis à 30 secondes, c'est que dans une conversation, la phrase a été glissée et on n'aurait pas fait attention, ça passait directement. Donc on est dans une forme aussi de surenchère à tous les sens du terme. Je vous fais un couplet très rapide sur la RT 2012. Moi, je suis très heureux pour la maison que vous ayez réussi à obtenir fromage et dessert. Le fromage étant l'obligation de NR systématique et le dessert étant que vous n'avez pas souhaité avoir le délai de 2 ans pour assurer une forme de progressivité dans les exigences. Voilà, dans le collectif, on a le droit non pas à 50 kWh mais à 57,5. Vous avez voulu directement y aller. Je trouve ça remarquable comme négociation, je vous en félicite, vous êtes très fort. Qui date de fin 2011, hein, je le précise quand même, et qui était un petit peu modulé par la suite. On savait bien que ça toucherait directement les ménages les plus modestes, notamment le fameux différé d'amortissement. Et je reviens à notre zonage. Comme par hasard, ça se passe en zone C. Vous le savez, la zone C, c'est là où habitent et vivent 58% des employés et des ouvriers. Voilà, on entend beaucoup de choses. Le social contre le privé, le collectif contre la maison, l'urbain contre le rural, etc. Alors qu'il faut sortir de cette vision dialectique, bien entendu, et c'est ce que font les professionnels, ce que doit faire un syndicat comme l'Union des maisons françaises et toutes les autres fédérations professionnelles, ce qu'elles font. Et il faut cette approche pragmatique. Donc, il faut regarder le réel en face. Et d'ailleurs, ce que fait Maison Abordable nous plaît beaucoup, je dirais, parce que c'est dans la droite ligne d'une démarche que l'Union a initiée de longue date, c'est regarder ce qui se passe réellement. Et nous avions fait une étude dès 2000 avec nos amis du Crédit Foncier, qui nous accueillent magnifiquement ce matin, avec l'association des études foncières, où déjà on se posait la question coût-avantage des basses densités résidentielles. On se posait la question des vertus, de certaines vertus des basses densités résidentielles, avec les coûts, effectivement, qui augmentent avec la densité. Bon. Et puis, alors, pour revenir, parce qu'il y a des élus dans la salle, et ça c'est intéressant aussi, et les élus, bon, souvent, on les montre du doigt, etc. Il faut aussi quand même leur tirer un grand coup de chapeau, parce qu'ils doivent gérer des contraires. C'était quand même pas si simple que ça. Alors, il faut regarder aussi ce qui s'est passé justement dans les territoires depuis de nombreuses années. Ce qui se passe dans les territoires urbains et dans les territoires ruraux. Et ça, c'est très instructif. Et là, on n'est pas dans la dialectique, on est dans l'observation de ce que font les gens, de ce que font les ménages, à la fois par choix, mais aussi, bien entendu, par contraintes économiques. Arrêtons, ça, dans la salle, je n'ai pas de souci à vous convaincre, mais c'est plutôt auprès des politiques qu'il faut le dire. Arrêtons en effet de penser en dialectique, urbain contre le rural. La vraie problématique, c'est l'urbain et le rural. Et c'est pour ça d'ailleurs que la démarche maison abordable est intéressante, parce que qu'est-ce que doivent faire aujourd'hui les élus, dont ils observent finalement que la population dans les zones denses a plutôt tendance à baisser. Donc ils doivent réinvestir la question logement très fortement. Et ils doivent le faire, mais ils doivent la réinvestir avec une approche qui fait qu'on puisse créer du logement abordable, sans mauvais jeu de mots bien sûr, logement abordable pour les familles. Et là aussi, les statistiques du parc nous montrent que le logement pour les familles, il est plutôt, bien sûr, avec les maisons, et donc pas forcément dans les territoires urbains. C'est pour ça que la démarche est intéressante, parce que tous les élus nous disent, et nous étions encore en colloque à Pont-à-Mousson avec le président, où nous avions le sénateur maire de Metz, le premier adjoint à l'urbanisme, où il nous disait, notre problématique aujourd'hui, c'est bien sûr de construire plus dense en ville, mais d'offrir du logement familial. C'est ça la vraie question. On peut imaginer aussi une modification du PTZ+, pour sortir les gens du parc social qui souhaitent devenir acquéreurs de maisons individuelles. Ça, c'est tout à fait possible. C'est vrai ce que disait André, je le reprends totalement. Dans cette conjonction de mesures de l'État, il faut aussi, et ça nous apparaît extrêmement important, une confiance retrouvée des ménages. Parce que sans confiance retrouvée des ménages, ça sera compliqué. Il y a aussi la nécessaire simplification normative et réglementaire. Nous, on s'est battu corps et âme pour avoir
un moratoire réglementaire et normatif. On a d'ailleurs signé un courrier en commun avec la FPI, l'UMF et l'USH sur ce dossier auprès du Premier ministre et de Cécile Duflot, copie au président de la République, pour rappeler, parce qu'il est bon de rappeler aux administrations les engagements du président, puisqu'il y tient. Et donc, il faut que ça se transforme par une simplification normative et réglementaire. Et puis, je dirais, pour conclure mon propos, qu'il faut également inventer, innover. C'est ce qui est votre rôle, à vous, chefs d'entreprise. En cela, la démarche que tu as initiée, Pascal, elle est fantastique. Parce que dans une période qui est compliquée, et c'est pas qu'en 2013 que c'est compliqué, mettre des nouveaux produits sur le marché, des nouveaux dispositifs, de ne pas attendre forcément l'aide de l'État, de ne pas attendre l'aide des autres pour pouvoir innover et inventer, je crois que c'est capital. Et puis je dirais aussi que finalement on subit, vous subissez des années compliquées, difficiles, mais vous êtes encore là. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de professions qui, avec une telle baisse de chiffre d'affaires, une telle baisse d'acquéreurs potentiels, seraient encore présents au niveau où vous êtes. Les caisses de garantie qu'on connaît bien n'ont pas beaucoup de sinistres par rapport à l'activité. Et je crois que c'est formidable, c'est une source d'espoir. Et si les politiques d'un côté jouent leur rôle, je pourrais dire 2-3 mots sur des choses positives quand même, qui ont été... On a beaucoup parlé des PLU, mais le PLUI est intéressant. Je crois que ça permettra aux maires d'un certain nombre de communes de se détacher des préoccupations de leurs électeurs pour parler réellement de politique de logement lorsqu'ils ne sont pas au centre des décisions, notamment. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc l'accession sociale à la propriété, c'est vraiment un axe de développement pour le crédit mutuel. On fait à peu près, grosso modo, depuis 2004, date de création du PSLA, entre 150 et 200 millions de financement PSLA par an. Le prêt social de location accession, et là je rejoins la maison abordable, je pense que c'est un axe qui pourrait se développer davantage si vous arrivez à bien passer des accords avec l'USH, enfin les bailleurs sociaux, puisqu'il y a quand même une contrainte, c'est le relogement en cas de défaillance du locataire accédant. Donc là, c'est un axe fort. Et là, nous sommes prêts à vous aider et à vous suivre. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a été certainement, à un moment donné, le premier banquier sur ce marché-là, du PSLA, parce qu'on avait passé des conventions avec la Fédération des COP-HLM et on a eu une action assez forte de mobiliser dans le cadre des 500 000 logements qui paraissent, comme l'a dit l'intervenant précédent, qui paraissent difficiles à atteindre. Il faut mobiliser tout le monde. Et ce n'est que par une organisation de la filière immobilière, de tous les partenaires forts, une organisation forte, qu'on y arrivera. Parce qu'aujourd'hui, il manque, selon les chiffres, entre 800 et 1 million de logements. En France, 800 000 et 1 million de logements. Je ne vois pas d'autres moyens. Et pour les collectivités locales, il y a des expériences assez intéressantes que j'ai pu voir. Je l'ai vu en région parisienne, mais ça se produit aussi sur d'autres parties du territoire, où certaines collectivités locales accordent sur le foncier 20 à 25% de décote, en contrepartie de la pratique de loyer maîtrisé ou de coûts de construction maîtrisés sur l'accession sociale ou l'accession tout court à la propriété. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut innover aussi dans l'immobilier avec les coûts de la construction. Ça, les autres intervenants l'ont dit, et je pense que c'est des choses à creuser davantage, mais ça ne se fera que par l'organisation de la filière. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à produire du logement abordable dans lequel les maisons individuelles ont toute leur place. Christian Victor, en tant que président de la Maison française, ce qu'on voit ce matin finalement, c'est que pour produire davantage, je ne sais pas si on peut atteindre les 500 000 logements, mais finalement, est-ce qu'on a encore besoin de l'État? C'est une bonne question. Je vais faire les trafics parce que
passer de la dernière table avant de passer à la table, c'est essentiel pour nous nourrir, non pas l'esprit mais le corps, c'est toujours un peu difficile. Donc, peut-on se passer d'étape? Bonne question. Objectivement, je ne le pense pas. En tout cas, on ne peut pas. On peut se passer d'un État qui serait plutôt un État qui favoriserait, par exemple, comme des décisions sur la sectorisation du territoire, qui imposerait une sorte de géographie du désespoir, si vous voulez, avec les zones A, B1, B2 et C, alors qu'on sait, par exemple, que les gens modestes habitent en zone B2 et en zone C, que les nouveaux emplois, qui sont maintenant plus du tout des emplois qui sont situés entre la mairie, l'église, la trésorerie, etc., mais qui sont des emplois qui sont à la grande périphérie des petites agglomérations, dans les nouveaux types d'industries, qui sont des industries en fin de compte, genre grande base vie, grande base de stockage pour alimenter les grandes surfaces, etc., à emplois modestes, qui demandent des grandes surfaces, et qui sont donc dans des zones où le terrain est forcément moins cher. Parce que c'est vrai que les chefs d'entreprise en France sont des gens pas très intelligents et qui cherchent tous à payer effectivement une emprise foncière excessivement chère pour pouvoir effectivement appauvrir, je dirais, avoir moins de moyens pour leur production. On voit donc bien que quand l'État, si vous voulez, fait cette mauvaise photographie, cette mauvaise analyse, bien forcément, les décisions qui en découlent ne sont pas bonnes. Et qu'on arrive effectivement, par cette trop grande volonté de sectoriser, de zoner, etc., on voit qu'effectivement, une vision, je dirais, trop dogmatique, trop satellitaire des réalités, effectivement, ne sont pas bonnes. Quand l'État, par contre, joue son rôle de grand garant, joue son rôle de veiller à des grands équilibres sociaux, etc. Ce qui est plus difficile de faire dans une vision, une altimétrie, je dirais, moins distanciée du terrain, je crois que là, il est parfaitement dans son rôle. Donc, de ce fait, dans une grande période, par exemple, de volonté de reconstruction, ce qui a été le cas, par exemple, l'après-guerre, où il y a eu il y avait des impulsions et des gestes à donner par rapport à un cap. L'État doit être un fabricant de cap, un fabricant de gouvernail sur les navires, pas forcément de construire les navires, mais de construire les règles, de donner les règles de la construction de ces navires, pour qu'on respecte les caps, qu'on aille plus loin, pour emmener en sécurité ceux effectivement qui sont transportés. Là, c'est le rôle de l'État. Vous rencontrez souvent les pouvoirs publics, les élus locaux. On a l'impression qu'au bout du compte, vous avez vraiment du mal à vous faire entendre sur la maison individuelle. Vous parlez d'approche dogmatique, c'est quand même des questions qui ne sont pas neuves. Vous savez, la France est mal dans sa peau, mais les Français sont bien dans leur maison. Voilà. Cherchez l'erreur. C'est tout simplement parce que nous avons depuis des années, au niveau de la maison individuelle, je parle de la partie de la maison organisée, structurée, évidemment des membres de l'Union des maisons françaises, qui ont été des précurseurs, qui n'ont pas hésité d'ailleurs à se charger le sac par rapport à d'autres, quelquefois d'un poids un peu plus important de réglementation. Ils ont été souvent force de proposition pour discipliner leur profession. Je crois qu'ils sont effectivement, de par cette démarche, ils sont rentrés dans un continuum qualitatif plus important que peut-être certaines autres activités qui peuvent tourner autour du logement, même si effectivement on parle beaucoup de réformer, il faudrait réformer l'ensemble de la filière, etc. Je trouve que par exemple le logement social, en tant qu'ancien élu, etc., je trouve qu'ils ont fait un effort considérable depuis un certain nombre d'années et qu'ils sont même souvent précurseurs d'un niveau de qualité assez inégalé de ce que je peux voir en Europe, parce que j'ai eu la chance d'être le président de l'Union européenne, des fédérations de construction de la branche maison, et donc je veux dire qu'on n'a pas du tout à rougir là-dessus, et je crois que les promoteurs organisés, notamment ceux qui sont à la FPI, sont des gens qui ont effectivement, je dirais, acquis une compétence et un raisonnement tout à fait important. La Maison Abordable est tout à fait une bonne, je dirais, initiatrice de cette démarche-là, une excellente initiatrice de cette démarche-là, qui était dans cette profession de s'organiser pour aller se présenter en commun face aux élus. C'est pas un élu local qui va téléphoner à un promoteur pour lui dire « Tiens, je te passe telle opération ». Il va aller appeler un constructeur de maison pour lui dire « Tiens, je te passe telle opération ». Parce que là, automatiquement, c'est des petits bracelets, mais pas ceux de chez Cartier, ceux de la préfecture de police qui est là sur le dos. Voilà. Donc, c'est à nous, effectivement, de nous organiser avec
le syndicat des aménageurs lotisseurs, avec les lotisseurs, les aménageurs, parce que je sais que quelquefois, ils ont un peu honte de dire qu'ils sont lotisseurs. Et le lotisseur, c'est un beau terme, si vous voulez. Le Valois a été loti, des Neuilly a été loti, si vous voulez, voilà. Donc il ne faut pas avoir honte de la partie un terme administratif très ancien, du XIXe siècle, et qui a donc toute sa valeur. Et c'est donc aux professions de s'organiser pour effectivement aller rencontrer les élus et apporter une réponse commune. Une grosse opération d'aménagement, c'est une composante, si vous voulez, de métiers compliqués, de réglementation compliquée. Il n'y a pas de pic de la mirandole, les gens qui possèdent cette connaissance rayonnante sur l'ensemble des choses, est une association, et je crois que ça se fait facile, ça se fera de plus en plus facilement, pas parce qu'il y a une crise en France, il n'y a pas de crise en France, il y a une difficulté à intégrer l'évolution. Les Français sont des révolutionnaires passifs, ce ne sont pas des gens, je dirais, qui s'inscrivent dans l'évolution. Voilà. Moi, je suis darwinien de concept, donc je crois à l'évolution progressive. L'homme était au départ un peu singe dans un arbre, il faisait la cueillette, et puis il est descendu, il a mangé de la viande cuite par un incendie, il a trouvé que c'était bon, il s'est organisé pour chasser, etc. Donc il faut absolument s'organiser. Il faut arrêter de penser qu'il y a une crise. Il n'y a pas de crise, il y a une évolution dans laquelle il faut s'inscrire. C'est aux professions intelligentes que nous sommes, que vous êtes, effectivement, de s'organiser pour apporter ces réponses. Quand on est constructeur de maisons individuelles, on vit dans un silo, j'ai bien aimé tout à l'heure cette image, qui le mien était effectivement au cœur de la Charente-Maritime, sur mesure exclusivement, plutôt maisons secondaires et maisons de jeunes seniors, donc haut de gamme, luxueuses. Et j'ai subi l'interpellation brutale d'une personne de l'agglomération de Royan il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Il me dit, mais pourquoi vous ne viendriez pas faire du logement social? Pour quelqu'un comme moi, c'était assez compliqué à entendre et je ne voyais pas du tout le lien. J'étais incapable de sortir à ce moment-là, de raisonner au-delà de mon silo. Le marché était assez porteur et on s'en sortait convenablement. Mais en fait, cette personne, d'abord portait une croix, parce qu'à Royan, il y a un nombre de maisons secondaires qui sont d'ailleurs fermées la plupart de l'année, mais qui fait que le ratio du logement social sur le logement est particulièrement bas. Et il est vrai qu'à ce moment-là, quand même, une partie le cœur du pays royanais et de ce littoral, des quelques villes autour, voyaient leurs enfants partir à 10, 20, 30 km dans des lotissements pour se loger. Donc elle avait une logique de création de logement. Moi j'étais dans ma bulle et 1 ou 2 ans après, je suis interpellé par Pascal sur la création de ce projet de la maison abordable qui assez rapidement, là pour le coup, m'a fait sauter dans le train. On a rencontré des dizaines de maires, les bailleurs sociaux du département, des architectes CAUE, des architectes également partenaires pour travailler ensemble sur les occupations, parce que quand on réfléchit sur un logement, une maison individuelle, on se fait plaisir, et puis à la limite celle d'à côté, s'ils ne se font pas plaisir, c'est pas grave, la nôtre elle est forcément très belle, et celle de notre client, tant que notre client est très content. Dès l'instant où on travaille sur 5, 6, 7, 8, 12, ou 15, ou peu importe de la quantité, on est pris par une responsabilité architecturale importante. Et on a bâti des relations qu'on n'avait pas à ce moment-là. On travaillait avec les architectes de manière un peu simplifiée, on va dire, et on a désimplifié la relation, on a travaillé en amont sur des programmes plus intelligents. Quand on a un interlocuteur conseil municipal sur ce qui plaît dans la maison abordable, en tout cas ce partenariat pour ce que le concept concerne entre la maison abordable et le groupe Maison France Confort, d'abord c'est un projet moderne. On est sur, je vous le redis, une commune de 1100 habitants et l'idée pour eux de pouvoir construire un écoquartier était quelque chose vraiment d'inaccessible. Ils n'avaient pas évidemment les moyens d'embaucher les grands urbanistes parisiens qui parlent d'écoquartier dans les médias. Donc ce point était important en termes d'image de marque de la commune. Ensuite, ce qui leur a plu aussi, c'est que c'est le conseil municipal et les représentants de la commune qui sont impliqués dans le projet et qui le dessinent avec nous, qui donnent leur avis, et nous on suit leur avis vraiment à la lettre. D'ailleurs, on était parti sur un écoquartier, le vrai écoquartier, avec plutôt des déplacements à pied dans le quartier, et puis on est revenu doucement sur quelques idées, c'était quand même un petit peu frileux. Ensuite, le troisième point qui a plu vraiment à la mairie, c'est que la mairie garde la maîtrise totale du foncier.
Je crois que c'est un des points très importants du concept de base de la maison abordable, c'est que la mairie va rencontrer les futurs acquéreurs, puisque c'est elle qui va les vendre, les futurs acquéreurs, les candidats à l'acquisition des escalopes, des terrains du quartier. Et voilà, c'est comme quand on choisit un colocataire, on a envie de le rencontrer avant, on est vraiment dans ce cas-là. Quatrième petit point qui a séduit la mairie, ils vont aussi conserver la maîtrise technique de l'aménagement du terrain. Donc ils vont appeler des gens qu'ils connaissent pour à la fois un géomètre, un architecte. Ils vont demander l'avis des gens en qui ils ont confiance en permanence. Et ils vont faire travailler les entreprises qui font travailler habituellement. Et ça, localement, c'est vraiment très important et c'est un point important par rapport à un promoteur qui aurait des méthodes peut-être nationales. Et enfin, là je parle au nom de tous les constructeurs, notre travail de constructeur nous a donné, dans le fait qu'on traite en général avec des primo-accédants et des gens qui ont des moyens très réduits, en tout cas sur un marché privé, on a une optimisation et une maîtrise de nos coûts qui ont surpris la mairie par rapport à ce qu'on leur proposait dans d'autres domaines. Faire en sorte d'optimiser. Et on parlait tout à l'heure d'automobile, moi j'aime bien cette image-là. Ce qui tente à prouver que très certainement on est encore très loin de ce qu'on peut faire avec les maisons. J'en parlais avec Alban tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qu'on peut encore inventer, et dans l'intérieur, et dans l'extérieur, dans les matériaux, dans la manière de les mettre en scène, etc. Et mettre au centre de nos maisons la préoccupation numéro 1 qui est l'occupant. Finalement, c'est quoi le fond de l'histoire? C'est de satisfaire à une fonction. Et comme il est connu que la fonction crée la forme, enfin quelque part, soit on se limite à un cube, ce qui est une possibilité, c'est celle qu'on adopte aujourd'hui parce que c'est la plus simple, c'est la plus facile à dupliquer, soit on peut encore chercher, mais à mon avis, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis ça, c'est la partie, on va dire, purement opérationnelle, enfin pas opérationnelle, c'est la partie qui fait qu'on est bien dans une maison ou pas. Et puis la deuxième, c'est l'environnement. Parce que je pense que ce qui est très important, c'est de prendre en compte ce qu'on a autour de nous. On vient s'installer dans un environnement. Autant une campagne de pub, ça s'en va très vite, ça coûte très cher, c'est très efficace, mais ça s'en va très vite. Une maison, c'est là pour la vie. Donc, et puis c'est complètement, comment dirais-je, structurant dans notre environnement. Je dis à Borloo, écoute, je vais faire des maquettes comme à la télé. Il me dit, non, j'en veux pas. Je vais te faire une vraie maison. Il me dit, mais non, il y en a. Je dis, non, attends, moi je vais te concevoir une maison qui va faire la démonstration pour le grand public que les techniques employées et que tout à chacun peut acheter et employer dans le commerce, je ne fais pas de futur, moi je serai dans le concret, eh bien, permettent de réaliser des maisons à un prix abordable, entre 1200 et 1500 euros le mètre carré, c'est ce que vous avez vu, qui utilisent au maximum les énergies renouvelables, et je suis en dessous du BBC à l'époque sur la première, puisqu'on était à peu près à 35 kWh par mètre carré par an au lieu des 50 qui était la norme, et que cette maison, c'est une maison habitable, de façon que le public s'identifie, que ce ne soit pas le roi Merlin ou Castorama, et enfin, que cette maison soit agréable à vivre. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à mon vieux copain, je dis vieux, c'est pas l'âge, c'est parce qu'on a travaillé ensemble, tous les deux. Vous avez vu, il a fait des petits bateaux. Et il fait des petits bateaux parce qu'il aménageait les cabines de bateaux. Donc voilà un gars qui savait mettre le maximum de choses dans le minimum de volume. Et puis c'était beau, parce qu'il était même fait de jolis raffios. Et moi je l'ai connu dans des reportages, parce que j'ai eu comme caméraman à TF1 un certain Georges Pernou. Net ça. Eh ben oui. Et Georges Pernou a fait Thalassa. Et donc voilà, vous voyez, une filiation des choses que vous voulez. Et donc voilà comment j'ai retrouvé Flao devant une bonne bouteille de blanc. Voilà, je pense à la suite. On en a vidé quelques mètres cubes ensemble. Voilà, et j'espère qu'on va en vider d'autres. Voilà. Mon foie me le permet encore. Donc vous voyez la fille, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et donc, Borloo me dit, ok, je prends, j'inaugure dans 3 mois, et d'ajouter, j'ai pas un rond. J'ai dit ça, écoute, je t'ai pas demandé d'argent, démerde-toi.
Et donc, on a fait un projet, on a travaillé avec Flao sur le design, la conception de la maison. Il a fallu trouver un constructeur, on a ramé, un constructeur français, on a ramé pendant 1 an, c'est-à-dire qu'il n'y a personne capable d'assurer, de tenir les prix, c'était pas aussi simple que cela. Et puis, on a fait la première maison, elle a circulé pendant 3 ans, parce que Borloo m'avait dit, moi je veux que tu me l'amènes là où est le public. Et voilà pourquoi j'étais obligé de faire une maison, vous voyez, sous forme de caisson, en bois parce que je la transporte. Si elle avait été en parpaing, béton, cassé tout, au premier nid de poule dans la chaussée, on était limité par le poids. Les modules font 10-12 tonnes. Et on a conçu les modules de façon qu'ils soient en cliquetage. Vous avez vu, en 4 heures de temps, elle est montée. À partir du moment où on a mis les plots en bois et réglés au laser, cette maison est montable en une demi-journée. Et il reste une autre demi-journée pour faire les finitions, les terrasses et réaliser toutes les connexions électriques et de fluides. Et vous avez bien vu que à chaque module, j'ai finalisé, j'ai évité tous les problèmes de connectique, c'est-à-dire que sur un module, j'ai tout le module énergétique qui comprend à la fois les panneaux solaires, thermiques, capteurs thermiques, photovoltaïques et toute la fluidique, et les autres modules étant que des connexions électriques avec des détrompeurs, mais pas de transfert de fluide d'un module à un autre. Là, c'était les fuites assurées. Donc voilà l'idée, faire une maison agréable à vivre, qui fait la démonstration pour le grand public, que pour un prix abordable, on sait faire du BBC. Donc le succès, on avait des doutes évidemment sur la première, mais le succès a été assuré, 2 millions de visiteurs, elle a circulé sur 20 villes de France, elle a été montée, démontée 20 fois, elle a résisté, chapeau pour le constructeur, et le Futuroscope à Poitiers l'a choisi, et ceux qui ont été au Futuroscope pendant 3 ans, elle a été exposée au Futuroscope à Poitiers. Du coup, on en a fait une deuxième, c'est celle que vous avez vue, qui était montée, c'était sa première sortie chez Honfleur, avec Flao, et on en a fait un module numéro 3, plus orienté, où là, la Fédération du bâtiment est venue se joindre à nous comme partenaire, de façon à parler déjà beaucoup plus de la rénovation, qui est le gros dossier. Comment réaliser des économies d'énergie dans du bâtiment existant. Hein, vous voyez, on a changé. La RT 2012, ça partait très très bien. L'objectif, c'était baisser les consommations énergétiques et faire en sorte que les citoyens français puissent vivre dans un logement sans avoir à dépenser trop d'argent dans l'énergie pour se chauffer et leur production de chaud. Donc ça, c'était bien. Ça sortait du Grenelle environnement. Le Grenelle de l'environnement, ça a été dit ce matin, l'introduction, c'était comment baisser l'émission de gaz à effet de serre. Et là, par contre, dans la RT 2012, c'est là où les choses se gâtaient un petit peu, c'est qu'on baisse les consommations d'énergie, mais on contraint quand même les gens à changer de système et à évoluer vers un système qui était plutôt, on va dire, au gaz, évidemment, et qui engendre des coûts en termes de maintenance, en termes d'abonnement et en termes de contrôle d'utilisation. Alors c'est là où ça devenait un petit peu compliqué dans mon sens, et on a souhaité, du coup, dans le cadre de la maison abordable, on a souhaité travailler sur la réflexion qui est comment revenir vers la possibilité effet Joule dans le cadre des maisons individuelles. On le voit bien dans les courbes de vente énergétique depuis le début de l'année 2013, donc depuis que la RT 2012 s'applique. L'effet Joule qui représentait à peu près 70% de part de marché, donc je le disais tout à l'heure, dans le cadre du logement neuf en maison, représente moins de 10% aujourd'hui. Moins de 10%, 90% c'est en Méditerranée. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire que, Stéphane Tell le disait ce matin, les clients n'ont plus le choix. Les clients, alors qu'ils veulent acheter une maison sur laquelle ils vont avoir moins besoin de se chauffer, ils sont obligés de passer par des systèmes qui sont plus cher à l'achat et plus contraignant à l'utilisation. De service. Ensuite, c'est effet Joule. Le J, c'est effet Joule, c'est des émetteurs directs plus chauffe-eau thermodynamique. Et enfin, la troisième solution, c'est effet Joule plus photovoltaïque, enfin micro-PV, autoconsommation plus chauffe-eau thermodynamique. Pour le sol, en effet Joule, donc on a un renforcement du bâti au niveau du mur également, en passant avec une brique et une laine de verre toujours en 120. Et comme on l'a dit précédemment, sur la solution effet Joule plus photovoltaïque et chauffe-eau thermodynamique, on a la possibilité de revenir sur un bâti un peu plus traditionnel. Donc là, on est toujours en parpaing et laine de verre de 120. Donc après le sol et le mur, donc on est parti sur un plafond isolé, très bien isolé. Donc
Au niveau de la solution gaz, on est parti sur une laine de verre soufflée ou déroulée avec une résistance de 9, donc ce qui peut correspondre à peu près à 405 mm en laine de verre soufflée et à peu près 360 en laine de verre déroulée en couche croisée. Précisé lorsqu'on a fait la définition du projet, puisque j'en suis aux menuiseries, c'est qu'on a optimisé les surfaces des menuiseries pour les solutions effet Joule, c'est-à-dire qu'on a augmenté les apports solaires, parce que là on vous parle de déperdition, mais ce qui est important dans la définition donc, de nos calculs, c'est de voir combien on a de déperdition, mais aussi combien on a en apport solaire. Donc en augmentant certaines dimensions de menuiserie, on a pu gagner aussi sur les apports solaires, et donc là, on vous présente les coefficients de déperdition des menuiseries, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, on prend en compte comment la menuiserie peut nous apporter des gains. Une rentabilité supérieure à 10 ans, même dans la maison, il ne se projette pas. Si on lui parle d'une rentabilité qui est inférieure à 10 ans, 6 ans, c'est quelque chose qu'il est capable d'imaginer, d'envisager. Il prend un emprunt immobilier qui va couvrir jusqu'à 20 ans ou 25 ans, comme le disait Crédit Foncier ce matin. Sur 6 ans, il est capable de comprendre qu'à ce moment-là, il va avoir une rentabilité et que ça va pour lui devenir à terme plus intéressant d'avoir cette solution-là. Aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail collaboratif qui a été fait. On est en zone H2B, on était sur un cas typique d'une maison. Il y a d'autres leviers d'optimisation qui peuvent fonctionner. Là, on a pris le photovoltaïque, mais KP1 a présenté donc, en fin d'année dernière son système de récupération d'énergie sur eau usée. C'est un système qui permet également de récupérer des kilowattheures. Pascal en a parlé tout à l'heure. Sur des maisons qui vont être un petit peu plus compliquées, c'est un système qui pourra très bien rentrer en ligne de compte. Là, on est vraiment sur une maison qui a été, qui est le plus simple et donc qui n'a pas, on va dire que la milliwatt box ne joue pas forcément le rôle attendu parce qu'il n'y a pas cette complexité d'architecture, mais c'est une réalité dans d'autres cas et on le constate sur d'autres maisons. Donc ça veut dire que des leviers, il en existe, il y en a de toutes sortes et aujourd'hui, on est à votre disposition, alors les bureaux d'études évidemment, mais EDF également à votre disposition pour trouver des solutions et vous permettre de proposer. Parce que c'est ça qui est important à vos clients, la solution effet Joule. Aujourd'hui, le client, ces dernières années, on le constate sur le site internet d'EDF, les clients ne comprennent pas qu'ils ne puissent plus mettre de radiateur électrique dans leur maison, surtout avec une réglementation thermique encore, et j'insiste dessus parce que là on est à l'encontre du bon sens. Une réglementation thermique qui impose d'avoir un minimum de consommation, et pour autant on ne peut pas mettre le plus simple des appareils. Donc là, le client ne comprend pas, il est perdu. Et on a besoin de l'accompagner, et pour ça, évidemment, on se repose sur vous, et on est à votre disposition pour trouver des solutions sur l'effet Joule dans le cadre de vos C'est une maison que j'ai eu le plaisir de construire fin 2012 sur une ZAC de la classe à Beauvoisin. Beauvoisin, ça se trouve à peu près à 17-18 km de Nîmes. Donc tout proche il y a des commerces à côté, c'est dans un village qui s'est développé. Et on a voulu faire cette maison. Alors cette maison, elle est née, si vous voulez, 2 fois. Il y a une première naissance virtuelle et une deuxième naissance, c'est donc en 2012. Et la première naissance virtuelle, c'est en 2000. Merci là, pour l'image. En 2000, je construis une maison, à l'époque c'est GV-30, pour les anciens qui ont des cheveux blancs, c'est ce que ça veut dire. Elle fait Joule aussi déjà. Et le client, M. Tatarata, ça ne s'invente pas, c'est un vrai client. J'ai construit une maison à Pouls, vous savez où il est, Tatarata, si, pas Taratata, hein, s'il n'aimait pas qu'on se trompe. Eh bien, cette maison-là, je l'ai construite, il me dit un jour, vous savez, à force d'améliorer vos bâtis comme vous le faites, vous finirez par chauffer nos maisons avec des bougies. Je n'ai pas prêté attention au départ, puis finalement, les années passant, je me dis, mais c'est pas bête ce qu'il me raconte là. Et si on y arrivait? Et si j'y arrivais en faisant cette maison-là? Comment ça marche? Eh bien, il y a eu des réflexions, effectivement, pour faire cette maison-là. Les réflexions, d'abord, eh c'est ça, vous avez aujourd'hui, manque de petits logements d'accession à propriété pour les plans excédents. Après le plan de relance, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir loger ces plans excédents? Manque de logements sociaux. On ne va pas refaire l'histoire, on en a assez parlé. Désolarisation des jeunes ménages. Et ces jeunes ménages-là, si on veut arriver à les loger, il faut faire des maisons qui ne coûtent pas cher. Qui ne coûtent pas cher non plus à l'entretien. Densification incontournable, l'épondant, elle est faite pour aller sur des petits terrains, on l'a vu, vous allez voir encore ici, et on le verra, j'espère, encore de nombreuses fois. Une liste de dépôts de bilan exponentielle, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises déposent le bilan, il y a des artisans. Quand il y aura une reprise, parce qu'il faut espérer qu'il y aura un jour une reprise du bâtiment, la maison individuelle, eh bien, où est-ce qu'on va trouver ces artisans pour pouvoir faire ces maisons-là? Puisqu'on a gardé que les meilleurs, bien entendu, qu'on a fidélisé. Et moi, mon interrogation, c'est que demain, quand on va faire 2 fois plus de maisons, on n'aura pas assez d'artisans pour faire ces maisons-là. Il va être très longtemps à mettre en place.
Donc ça fait partie de la réflexion, comment résoudre aussi ce problème-là. L'étage qui a été monté en moins de 10 heures. Toujours les Legoman qui posent le pignon en haut. Voilà, ça se voit tout simplement. C'est un Lego, la pointe de pignon. Et la maison est terminée au niveau du gros œuvre. 21 heures de travail uniquement pour la partie préfabriquée, fait en 3 jours. Je remercie forcément mes artisans parce que sans eux, sans leur expérience maison BBC, je n'aurais pas fait ce projet-là. Ils ont tous, ce sont mes artisans fidélisés à qui je veux donner du travail à la reprise, donc ils seront forcément prioritaires. Et alors là, ça a été quand même une surprise pour nous. On était parti au départ sur une probabilité à 0,3, en se disant, bon, si ça me collait, on ne devrait pas être mauvais. 0,3, la réglementation thermique de 0,6, c'est à peu près, tout en d'air confondu, un ballon de basket grosso modo, en diamètre, en rond comme ça. Nous, on a fait le test et on est arrivé à 0. J'étais content, je suis super content, mais quelque part aussi j'ai eu peur. J'ai eu très peur, oui, parce que je me suis dit, avec une telle probabilité à l'air, la première personne qui va aller aux toilettes, il va dire à chasse d'eau, c'est respirer. J'ai essayé, vous voyez, c'est rien passé, parce que j'avais oublié quand même que les ventilations primaires, ça évitait ce problème-là. Hein, vous savez ce que c'est, oui. Voilà, j'étais sauvé grâce à ça. Si il n'y a pas de ventilation primaire, j'étais aspiré obligatoirement. Donc, plus sérieusement, eh bien, 0,11, c'est parce que d'abord les artisans sont très bons au départ, ils ont monté une sanitaire parfaitement de niveau. Pour faire ce genre de produit, il faut que ce soit calibré au laser. Le système de colle avec des moules qui sont faits en silicone permet d'avoir une surface d'encollage comme un billard de marbre. Donc là, au niveau de la l'air, c'était parfait. Et on a même fait ce test avant de faire l'intérieur, avant de faire l'isolant, on était la même chose. En résumé, cette maison, eh bien, nous avons ouvert le chantier mi-juillet, nous avons samplé ça en 23 heures. J'ai que des artisans portugais, les Portugais, vous pouvez faire ce que vous voulez, le mois d'août, c'est les projets. Ils rentrent au pays, donc pendant le mois d'août, le chantier est ouvert, mais ça m'a permis. Il n'y avait pas encore la toiture, il y avait le plancher, ça m'a permis de constater que sans les ouvertures, sans les ouvrants posés, mais il faisait frais à l'intérieur de cette maison, parce qu'on a l'avantage de ce produit-là, c'est qu'on a de l'inertie. Et dans ma région, Dieu sait, cette inertie, c'est important. On a pris donc le chantier début septembre, et comme il fallait présenter cette maison à un concours, vous avez vu la date tout à l'heure, la permis à l'air qui a été faite, ça a été terminé le 9 novembre. On pensait au départ faire ce chantier en chantier normal, c'est 8 mois, on pensait le faire en 6 mois, et finalement on l'a fait en 3 mois. La maison entièrement terminée. Le tarif 2014, cette maison, et là je parle de prix public vendu à un peu excédent par exemple. Il est aujourd'hui de 106 000 hors taxe. À ça, j'ai rajouté un photovoltaïque, parce qu'aujourd'hui j'ai des accords intéressants avec le DFNR. Donc aujourd'hui, je touche un système autofinancé pour 10 800 € seulement, qui est à rajouter. Mais quand je dis que l'autofinancé, c'est que la production énergétique de ces installations couvre largement le financement. Donc ça ne coûte rien, c'est pour ça que c'est autofinancé. Ou alors il y a une autre solution, moins intéressante, mais il faut s'attirer à tout le monde, qui est maintenant l'autoconsommé, qui coûte 2500 € hors taxe et qui permet, je dirais, de consommer, de couvrir réfrigérateur, congélateur, tout ce qui marche en longueur de journée. Donc c'est une maison qui est très abordable, sachant que si on travaille cette maison-là dans le cadre de bailleurs sociaux, elle sera moins chère forcément, parce que là j'ai aussi des frais de commercialisation, donc avec bailleurs sociaux on n'a pas ça, et puis c'est une marge normale. Si on travaille des bailleurs sociaux, on réduira la marge, bien entendu, puisque c'est la méthode de travail de maisons abordables. Alors la bonne nouvelle, même pour les ch'tis, je dis ça pourquoi c'est un clin d'œil, parce que quand j'ai fait ce projet-là, et j'en ai parlé à mes copains, mes vieux copains, c'est aussi des vieux copains, des copains régiment, maisons abordables, ils se foutent de moi. Ils me disent, ouais, toi, dans le midi, ça marche facilement, hein. Olive, t'es le premier à me dire, toi aussi, ouais, chez toi, le soleil, tu ouvres les fenêtres, ça chauffe tout seul en hiver, c'est pour vrai. Et puis, je ne voulais pas rester sur cette idée-là, et j'ai appelé mon ami technicien, je lui ai dit, écoute, fais-moi les études dans les autres régions, mais on va la faire à la maison, non plus les postes, parce que ce n'était pas le but, on rentrait juste dans RT 2012, je vais faire en RT 2012 tout simple, on va simplifier la maison, on va lui enlever son chauffe-eau solaire pour passer en chauffe-eau thermodynamique, parce qu'on n'est pas obligé d'atteindre le niveau des postes. Et on va la laisser avec ce même produit, on s'en compromis, bien entendu, ça passe largement. Les ch'tis, la zone H1A, la Compiègne, Nîmes, Tourcoing, Roubaix, tout ça, vous voyez bien que cette même maison, vous changez juste les tuiles, pour que ça ressemble à une maison du Nord,
ça fait trop soleil, mais tu Romagne, comme ça sent trop la cigale hein, pour aller dans le nord. Ben, vous la prenez telle qu'elle, vous voyez qu'elle passe parfaitement bien. À Auch, dans le sud-ouest, elle passe, et à Nantes, les copains nantais qui se moquaient de moi, ben, cette maison-là, vous la prenez, vous la posez dans vos terrains, et vous la livrez à les bailleurs sociaux, elle passe très très bien. En plus, bonne nouvelle aussi, c'est que l'industriel local, l'industriel, parce qu'on pense aussi à l'empreinte écologique, il a la possibilité d'avoir 7 usines en France pour faire ce type de projet. On attend l'avis technique, parce qu'on est sous l'avis technique du CCB, donc on va l'avoir maintenant dans le premier trimestre, donc c'est sûr. Il est capable de construire seulement 1000 maisons abordables de ce style dans toute la France. Alors il faut se dépêcher parce que les premiers sont servis, les autres, il n'y aura pas de place pour les autres. Alors, la consommation conventionnelle. Donc, 50 €, oui, j'ai fait une erreur, c'est pas 50 par mois, euros par mois, non. J'ai bien dit 50 € par an. C'est la consommation de cette maison. 80 € de consommation d'eau chaude, on est à 131 € par an pour cette maison, à énergie politique, parce qu'elle a une production photovoltaïque qui rapporte, quand il y a les grandes années d'ensoleillement, à peu près 1500 € par an à la personne. Donc, vous voyez, au départ, M. Tatarata m'avait dit, je ferai un jour une maison avec une bougie, ben, je ne suis pas encore arrivé. Mais je n'espère pas y arriver un jour. Mais par contre, ce que je me suis amusé, c'est que si je prends ces 131 € que je divise par 12, ça fait grosso modo 11 € par mois. Et ces 11 € par mois, si vous allez sur Internet, et bien, ça correspond par mois au budget de 5 bougies pour chauffer mon eau chaude et me chauffer à une température conventionnelle. Merci. Alors cette maison, ben, elle a été récompensée parce que, appuyée par des partenaires, ils m'ont dit pourquoi tu ne la présentes pas au challenge VMF, technologie performance, moins de 150 000 €. Bien, je vais vous dire que cette maison a obtenu la médaille d'or au challenge VMF et que ça me sert beaucoup pour faire mes ventes d'aujourd'hui qui sont difficiles à faire, comme vous. Et par un de mes confrères de La Rochelle qui m'a envoyé un mail, il paraît que depuis hier, il y a un article dans le Moniteur et cette maison est mise en référence avec 4 autres maisons, dont une en Belgique. C'est la maison qui coûte la moins chère de toutes. Il semblerait qu'elle ait un record européen, puisqu'ils l'ont calculé au prix du mètre carré de chaudièreté, elle est à moins de 1000 € du mètre carré de chaudièreté, avec une consommation révolutionnaire. Bon, on va essayer d'être concis et bref. Bon, écoutez, moi je suis constructeur en France depuis 30 ans, à peu près, hein, donc ça ne rajeunit pas. Et moi j'ai toujours été confronté à une problématique qui m'a toujours angoissé, c'est d'avoir un métier qui ne soit pas récurrent. C'est-à-dire tous les ans, moi, chercher les 30 terrains pour faire mes 30 maisons, j'ai jamais pensé que c'était durable. C'est-à-dire qu'effectivement, et aujourd'hui on le voit pour nous, en Corse plus qu'ailleurs, parce qu'on n'a pas d'aménageur foncier, parce qu'on a des terrains de plus en plus difficiles en termes de topographie, on a une véritable pénurie. Et ça m'a mené à me poser une question, peut-être de manière plus tendue qu'ailleurs, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de s'engager sur le renouvellement du parc existant. Aujourd'hui, la possibilité d'avoir autre chose que ça comme terrain. Les terrains chez nous, ils sont de plus en plus éloignés des centres urbains, de plus en plus difficiles d'aménagement et de plus en plus chers. Alors, pour effectivement trouver des réponses pour des personnes en accession à la propriété, c'était de plus en plus compliqué. À partir de ça, il nous est apparu intéressant de dire, et là on le voit très rapidement, un terrain bâti aujourd'hui, sur certaines zones de Corse, au sud de Bastia en particulier, on peut avoir aujourd'hui des reventes de maisons qui ont été bâties sur les 30 dernières années aux alentours de 180 000 €. Un terrain non bâti, donc non desservi, isolé, on est presque aujourd'hui sur des terrains qui vont aller autour des 120 000 €. Donc vous voyez que le prix du terrain non bâti et du terrain bâti est en train de se rapprocher. On a trouvé extrêmement pertinent, nous, d'aller vers la valorisation de ce parc existant. Les méthodes de grand-mère, d'après moi, qui sont les meilleures, parce que le développement durable, c'est ça, hein, c'est d'être capable de refaire et de revenir sur ce qu'on a fait. Et pour nous, on serait la seule profession qui ne serait pas capable de le faire. Dans n'importe quelle profession industrielle aujourd'hui, on s'y est mis à fond et on serait les seuls capables de ne pas revenir sur ce qu'on a fait pendant des décennies. Moi, je pense que l'avenir, il est là. Et quand je disais, j'étais angoissé par la non-récurrence de mon métier, aujourd'hui, je me retrouve devant moi avec un véritable océan bleu, avec une capacité à trouver un marché qui est à conquérir, hein, bien sûr, mais encore fallait-il avoir les moyens pour convaincre. C'est pour ça qu'on a fait ce projet. Le dernier point, et le point le plus important, c'est
d'aller au-devant en fait, des particuliers qui sont souvent un peu perdus face à l'offre de rénovation énergétique et qui nous disent qu'ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'informations, mais ils ne veulent surtout pas être sollicités ni par téléphone, ni par email, ni par porte-à-porte. Et donc on organise pour cela des petits salons, Rénovillage. Donc on en a organisé tout au long de l'année. On a visité pas mal de départements, on a eu 3000 visiteurs, donc on a 175 exposants qui sont passés, qui ont passé une journée avec nous. Donc vous voyez, c'est des implantations très régionales, un petit peu plus sur le sud-ouest et l'ouest que sur le nord-est, effectivement, mais donc ça c'est des choses, c'est un programme qui continue d'avancer, qui va avancer probablement un petit peu plus vite après les élections municipales. On a un certain nombre de partenaires qui nous suivent sur ces organisations. En partenariat avec Réseau Vert, avec cas par cas, avec le Crédit Mutuel, avec les services, et puis donc au niveau régional, local, donc des constructeurs, des architectes, des maîtres d'œuvre, des artisans, des chauffagistes de notre réseau, qui viennent proposer leurs solutions tout au long de la journée pour aider les particuliers à se déterminer sur leurs travaux de rénovation. Alors, Michel Chevalier le disait, c'est l'enjeu de demain, la rénovation énergétique. On a eu un très bel exemple tout à l'heure. À la fin de cette journée, on est quasiment dans le timing, c'est que du bonheur. Merci Pierre, merci tous les intervenants. Moi, je n'ai pas vu le temps passer, et pourtant, Dieu sait si, avec toute mon équipe, on a tout fait pour que ça se passe bien. Je vais justement profiter du temps de parole pour les remercier, parce que, croyez-moi, derrière tout ça, il y a un boulot de titan. En plus, nous, c'est pas notre métier. Bravo à l'agence de communication Application Contact, donc Camille et toutes ses équipes. Franchement, moi, je ne savais pas où je pouvais aller avec mes jeunes, mais là, du coup, j'ai plein d'espoir. Bravo à tous les intervenants, brillants. Je ne les ai pas choisis par hasard, je suis assez content de moi. J'espère qu'on a répondu à vos attentes. Je ne sais pas si on a répondu à la question de l'enjeu du logement. En revanche, d'après ce que j'ai entendu dire, on a interpellé. C'est le début d'une grande aventure. C'est 10 millions de personnes qui attendent une vraie réponse. Alors Jean-Nicolas, sur le plan de la Corse, tu as du grain à moudre, mais sur tout le territoire, il y a aussi beaucoup de travail. Les acteurs, je pense que ça aussi, ce qu'on pourrait retenir de la journée, c'est que les acteurs publics et privés, j'allais dire même combat, c'est pas un combat, même motivation, même envie d'y arriver. J'ai échangé beaucoup avec des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir, lors des géomètres, la fédération des EPL. Je pense qu'on a démontré, nous, notre volonté de justement aller à votre rencontre. Toutes ces corporations, c'est la synergie qu'on va mettre en place. Le maître mot de tout le monde, c'était justement synergie, mais j'ai aussi beaucoup entendu parler de confiance. Confiance. Donc si nous avons confiance, je pense qu'on arrivera à redonner confiance aux acquéreurs. Il faut absolument qu'on échange, il faut arrêter de travailler dans son coin. Donc moi, je suis quelqu'un de fédérateur, mais je crois aussi généreux, et j'ai rien à cacher. Sur mon secteur, sur la Loire-Atlantique, j'invite tous mes collègues, moi, constructeurs. C'est fini, on n'est plus concurrents. Et toutes mes opérations de la maison abordable, je les invite à les commercialiser avec moi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver. Je pense qu'on a vu des belles synergies, les industriels on connaissait, synergie des bureaux d'études. On n'aurait jamais pensé ça il y a 4-5 ans, je suis désolé, messieurs. Je suis désolé, messieurs, dames, pardon. Donc, tout ça pour dire que citoyen ou client, maître d'ouvrage privé, maître d'ouvrage public, même combat, même envie, même résultat. Le but étant de donner un logement décent à nos enfants et à nos parents, et pas à 30 ou 40 km de l'agglomération des services. Et puis, évitons de construire des ghettos. Et pour ça, je crois qu'on a réussi à vous faire admettre que nous, les constructeurs, des constructeurs responsables,
on a une partie de réponse. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine convention.